Ok, bonjour tout le monde. Encore une fois de plus, je suis Jean-Jacques Brou. Je suis Community Manager de Springboard. Je suis l'un des Community Managers de Springboard. Je m'occupe plus des membres francophones de la plateforme Springboard, qui est un réseau social pour les professionnels du changement social de comportement. Je suis basé à Abidjan, au niveau du bureau de John Hopkins Center for Communication Programme pour le projet Breakthrough Action. Mon rôle dans ce projet consiste à initier les activités de partage de connaissances et la gestion de la plateforme Springboard. Donc aujourd'hui, l'une de nos activités de partage d'expériences sur la plateforme Springboard qu'aujourd'hui nous utilisons le logiciel Zoom pour tenir ce webinaire. Donc, comme je l'ai dit, veuillez laisser vos noms dans la boîte à discussion, votre affiliation, ça veut dire votre organisation et votre pays également. Donc, pour information, il faut savoir que tous les participants sont en mode silencieux. Donc, veuillez utiliser la boîte de discussion pour poser vos questions lors du webinaire. Merci de rester toujours en mode silence, de ne pas ouvrir votre micro pour faciliter l'écoute des différentes présentations. Les présentations et l'enregistrement seront disponibles après le webinaire sur Springboard dans l'onglet Médias. Donc, n'hésitez donc pas à vous inscrire sur Springboard dès aujourd'hui. La section d'aujourd'hui est une activité de partage d'expérience. Les présentateurs feront l'effort de nous partager leur expérience dans leurs différents pays, mais vous aussi, n'hésitez pas par moment. Et aussi, vous êtes libre, si vous le voulez, de partager vos expériences à travers la boîte à discussion sur la même thématique. Donc, je vais brièvement vous faire la présentation de Springboard, la plateforme pour les professionnels du changement social et de comportement. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, cette plateforme-là réunit à plus de 5000 professionnels du changement social de comportement qui sont dans plusieurs pays, plus de 90 pays. Donc, comment cette plateforme fonctionne? Donc, à l'instar des autres plateformes virtuelles que vous connaissez, par exemple Facebook, LinkedIn, Twitter, cette plateforme également une plateforme de réseautage, de connexion, de collaboration virtuelle. La différence est que sur cette plateforme, vous trouvez uniquement des personnes qui sont dans le domaine de la santé publique ou qui s'intéressent à la santé publique. Donc, il y a des personnalités qui sont sur cette plateforme, il y a des bailleurs qui sont sur cette plateforme, il y a des directeurs de programmes, il y a des chefs d'institutions qui sont sur cette plateforme, il y a toute personne du domaine de la santé, les acteurs du domaine de la santé qui sont membres de cette plateforme. Comment donc Springboard fonctionne-t-il? En tant que plateforme virtuelle, Springboard, vous avez besoin de la connexion Internet pour pouvoir vous connecter sur la plateforme. Donc, pour pouvoir rejoindre la plateforme Springboard, vous pouvez utiliser le lien que vous voyez à présent sur le slide ou taper Springboard for SBC, comme vous le voyez au niveau de l'écran, sur l'un des moteurs de recherche que vous utilisez, que ce soit Google par exemple. Nous avons également une application de Springboard que vous pouvez installer sur votre téléphone ou sur votre tablette pour permettre. C'est Jean-François Carimel, français, nigérien d'adoption, et en cours d'acquisition de la nationalité nigérienne. Pour vous permettre de pouvoir naviguer sur la plateforme à tout moment, en tout temps et en tout lieu. Qu'est-ce que vous bénéficiez pour nous rejoindre sur cette plateforme qui est Springboard? Il y a beaucoup de choses à bénéficier sur Springboard. Cela dépendra de votre expérience, de l'utilisation dont vous faites de la plateforme. Mais je vais énumérer quelques-uns des avantages que vous pouvez bénéficier sur la plateforme. Il faut dire qu'il y a beaucoup de ressources
de qualité sur le domaine du changement social des comportements que vous pouvez bénéficier gratuitement sur cette plateforme à travers le fil d'actualité et même l'onglet Compacts. Donc, plus de 1500 documents que vous pouvez bénéficier. Vous pouvez télécharger ces ressources-là, les adapter à votre guise. Également, sur Springboard, vous allez trouver des événements similaires comme ce que nous sommes en train de faire à présent, c'est-à-dire les webinaires que vous allez trouver, d'autres organisations qui partagent également des webinaires, des ateliers, des séances de formation. Il faut dire que récemment, nous avons bénéficié d'une formation francophone sur la gestion des connaissances. Et donc, cette formation avait été publiée sur Springboard pour les membres qui se sont connectés, qui ont vu et qui se sont inscrits, ont pu participer à cette formation francophone sur la gestion des connaissances, pour dire qu'il y a beaucoup de choses à bénéficier en termes d'événements de formation. Il faut dire également qu'il y a des opportunités de travail qui sont disponibles sur cette plateforme. Vous pouvez trouver des opportunités de travail à travers l'onglet offre d'emploi et même trouver des opportunités de consultance sur la plateforme Springboard. Vous pouvez également vous connecter à d'autres professionnels du changement social des comportements qui sont dans d'autres pays gratuitement à partir de Springboard. Vous pouvez déjà créer des liens de collaboration à partir de cette plateforme-là. Également, vous pouvez partager vos ressources que vous voulez mettre à l'usage du grand public, par exemple une stratégie de communication ou un plan de communication ou un plan de plaidoyer, peu importe, cela va dépendre de vos documents que vous avez à votre niveau, que vous voulez mettre à la disposition du grand public. Vous pouvez également sur cette plateforme-là communiquer sur vos activités professionnelles sur Springboard. Vos interventions dans le domaine de la santé publique, vous pouvez communiquer sur ces différentes interventions sur la plateforme Springboard. Nous sommes aussi disponibles à vous former à l'utilisation de cette plateforme Springboard gratuitement. Aussi, pour finir, n'oubliez pas de m'écrire si vous êtes intéressé à être notre prochain présentateur sur une autre thématique. Mon adresse mail, vous pouvez le voir sur le slide à présent. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, nous allons passer aux différentes présentations. Je vais laisser la parole à Ramatoulaye Diallo. Ramatoulaye Diallo qui nous joint depuis le Sénégal. Elle est spécialiste pour la communication pour le changement social des comportements, aussi dans le domaine du plaidoyer. Elle est dans la SRPF et d'autres domaines d'intervention du changement social et des comportements. Ramatoulaye, je vais vous laisser conduire ce moment. Ramatoulaye sera notre modératrice durant ce webinaire. Vous avez la parole, Ramatoulaye, si vous m'entendez. Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Jacques. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans une salle fermée comme ça. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Jacques. C'est un plaisir pour moi depuis le Sénégal de modérer cette session de ce webinaire qui est d'une importance capitale puisqu'on parle des violences basées sur le genre et de l'engagement, des moyens culturels pour l'engagement des communautés, mais également du genre et de la santé. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux spécialistes, à savoir le docteur Uezo Lélé de la République démocratique du Congo, mais également Ousseini Sané du Niger de l'autre côté, qui vont nous faire des présentations sur cette thématique parce que nous allons parler des violences basées sur le genre et nous savons que c'est devenu, c'est un fléau qui est en train de gangréner nos sociétés. Donc, je pense que nous tous, en tant qu'acteurs de changement social et de comportement, nous avons nos mots à dire, nous devons faire des partages d'expériences par rapport à cette thématique, puisque dans tous nos pays, nous savons que pratiquement, nous avons les mêmes réalités socio-culturelles à des différences un tout petit peu près, qui font qu'aujourd'hui, on doit prendre en compte beaucoup de paramètres, en tout cas pour pouvoir faire
face à la lutte contre ces violences basées sur le genre. Et n'oublions pas que quand on parle de violences basées sur le genre, il y a plusieurs types de violences où on peut citer, par exemple, on peut citer, par exemple, le viol, l'agression sexuelle, l'agression physique, le mariage forcé ou précoce, les mutilations génitales féminines, excision, le déni de ressources, d'opportunités ou de services, mais aussi il y a la maltraitance psychologique et émotionnelle. Donc, nous avons toutes ces formes de violence qui existent et c'est le moment, aujourd'hui, nous allons écouter nos présentateurs qui vont d'abord nous parler de leur expérience dans leur pays avant qu'on ne passe aux questions parce que je vois que nous avons une bonne représentation des pays avec des participants qui sont venus de différents horizons qui pourront aussi soit partager leurs expériences ou bien poser des questions aujourd'hui qui nous réunit. Donc, c'est le de la République démocratique du Togo qui va faire la présentation, la première. Il a d'abord étudié la santé et le développement communautaire et a obtenu son diplôme de maîtrise à l'Université libre des pays du Grand Lac. Et il est impliqué dans la programmation de la violence basée sur le genre depuis septembre 2009. Et c'est pour cela, en tant que coordonnateur du consortium des partenaires aussi, de Thieuphone dans l'est de la RDC, où il travaille dans un projet de VIH-Sida et de genre pour le programme What Works to Prevent, qui est financé aussi dans cette même partie de la RDC. Donc, c'est un processus sur lequel il est en train de travailler dans le cadre de la formation, mais également dans le cadre du mentorat pour faire un coaching. Et il est devenu l'un des 2 maîtres formateurs de Thieuphone pour le programme Transformity Masculinity. Et il est conseiller régional en transformation en même temps des masculinités pour l'Est et le centre de l'Afrique et membre de l'unité genre et protection de Thieuphone depuis septembre 2018. Je pense que j'ai fait une bonne présentation, c'est ça, pour votre biographie, Iwezo Lele. Donc, je m'en vais partager votre présentation. Comme ça, vous allez nous décliner par rapport à ce qui se passe chez vous, en tout cas en République démocratique du Congo. Est-ce que le partage d'écran est visible à votre niveau? Oui, ça va, je vois Allô? l'écran. Peut-être vous pouvez mettre ça en mode Oui, diaporama. Oui, c'est bon. Oui, oui, oui c'est d'accord. bon. Je mets ça en mode diaporama. D'accord. D'accord. C'est bon, docteur Lele, c'est bon? Oui, je suis en train de voir. Je me demande si est-ce qu'il y a moyen d'agrandir l'écran, surtout de cliquer sur l'icône là où il faut agrandir Alors le là, slide. je suis en mode diaporama. Ok, ça va. Moi, je suis en devoir. Si les collègues sont en devoir, ça va. Salut tout le monde. Je m'appelle Ouez, comme Diallo m'a bien présenté. Merci aussi pour la présentation, cher Diallo. Donc, il nous a été demandé de partager avec vous sur notre expérience en matière, comment nous faisons les gens différemment, comment nous travaillons avec les hommes pour lutter contre les normes institutionnelles ou sociales qui favorisent la violence basée sur les genres. Et pour cela, nous avons, TFON a développé une approche transformatrice que nous appelons transformation de masculinité. Et c'est une approche essentiellement pour mobiliser les communautés sur la prévention des violences basées sur les genres, mais aussi la promotion de l'égalité des genres. Donc, c'est un privilège pour moi de partager cette expérience avec vous. Donc, je vais plus parler de l'expérience de TFON, mais je vais me focaliser. Je viendrai chuter avec ce que nous avons pu réaliser en République démocratique du Congo. Slide suivant. Diallo, on peut passer au slide suivant. Diallo, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est venu. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage et reprendre pour qu'on soit rassuré que tout le monde voit en mode diapo? Parce que moi, je ne vois pas ça d'abord en mode diapo. Voilà, donc vous pouvez reprendre maintenant. D'accord.
Est-ce que c'est visible maintenant à votre niveau? Oui, c'est visible. Oui, mais pas toujours en mode diapo. C'est pas venu en mode diapo, pourtant, moi, c'est ce qui affiche dans mon écran. Sinon, Jean-Jacques, je vous laisse faire le partage. Je pense que peut-être ça doit être avec mon ordinateur. D'accord, c'est compris. Donc, vous pouvez arrêter, je vais arrêter, je vais vous laisser faire le partage. Merci. Merci. Alors, en attendant que Jean-Jacques fasse le partage, nous allons demander aux différents participants, si vous désirez après poser des questions, vous pouvez lever la main ou bien poser les questions dans le chat. Mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas la parole, vous pouvez fermer les micros pour éviter qu'on ait des interférences. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? Non. C'est pas bon. Peut-être il faudra cliquer sur là où il y a connexion. Tu vois au-dessus du slide là. Si vous pouvez d'abord cliquer là-bas, peut-être ça va venir. Voilà. Ça risque d'amener autre chose. Peut-être on peut y aller comme ça. Je ne sais pas si les... Vous fermez la connexion, vous pouvez fermer et puis... Oui, c'est bon. Maintenant, vous pouvez mettre ça en mode diapo. OK. Merci. Vous nous excusez pour ces quelques désagréments techniques. Mettez en mode diapo. C'est toujours pas en mode diapo? Non. Est-ce que vous l'avez en mode diapo maintenant? Pas en mode diapo, mais c'est lisible quand même. Comme ça? Lisible, on peut aller comme ça. Attention, vous pouvez cliquer sur le livre. Il y a un petit onglet livre ouvert en bas, là, juste en bas. Okay. En bas, voilà, vous voyez, c'est comme c'est un livre qui est... Pas ça. Non, pas ça. Pas ça non plus. L'autre là à droite. C'est ça. C'est bon, c'est venu maintenant. Merci beaucoup. Merci. Merci, Okay, merci Ismaël. Merci beaucoup. OK. Peut-être on peut aller au slide suivant. Voilà, le travail de violence sexuelle est basé sur le genre de TFOund. Il s'appuie sur un travail que TFOund faisait bien avant avec les communautés religieuses dans la lutte contre le VIH-Sida, la prévention, mais aussi la réponse. Et c'est un travail qui a commencé, d'STBV ici a commencé en 2010 avec une recherche informative sur une approche centrée sur le survivant. Et dans ce travail, on a essayé de mettre l'accent sur la prévention et la réponse à la VSBG. La VSBG qui est la violence sexuelle basée sur le genre, et ici, y compris les mutilations génitales féminines, les mariages précoces aussi des enfants. Et donc, l'objectif était de travailler au lieu d'impliquer l'homme et la femme en essayant d'explorer, n'est-ce pas, quelles seraient les intersections entre les hommes, la foi et les masculinités. Et donc, c'est pour cette raison-là que vous allez trouver que notre approche, essentiellement, c'est une approche basée sur la foi parce que nous travaillons avec les confessions religieuses. Et donc, TFOund a travaillé dans différents contextes où nous avons y amené des adaptations de cette approche sur la transformation des masculinités. Slide suivant. Et donc, c'est quoi la transformation de masculinité? La transformation de masculinité, c'est un processus de mobilisation communautaire, une approche où
nous essayons d'impliquer les activistes communautaires, bien les agents communautaires au sein des églises. Donc, nous essayons de cibler les églises où nous formons les agents communautaires qui vont, n'est-ce pas, amener à mobiliser les membres au sein des églises, mais aussi dans la communauté. Et donc, le point d'entrée pour nous, c'est la violence sexuelle basée sur les genres, avec comme objectif la promotion de l'égalité des sexes et des masculinités positives. Et donc, l'engagement du personnel, c'est-à-dire ceux-là qui sont impliqués dans la mise en œuvre du projet, c'est vraiment quelque chose de très important à considérer pendant l'implémentation du projet. Et donc, c'est un processus aussi, on voudrait voir ces gens-là continuer à être transformés au fur et à mesure que les jours passent, parce qu'ils doivent jouer un rôle modèle au sein de la communauté. Mais aussi, ça s'organise sous forme de dialogue communautaire pour les hommes et pour les femmes. Et cela, ils sont facilités par les femmes ou bien par les hommes en essayant de mettre l'accent sur les activités, n'est-ce pas, de diffusion ou bien de dissémination dans la communauté comme aussi dans les églises. Et cela de manière plus large ou plus dans la communauté, parce qu'on peut utiliser d'autres canaux pour sensibiliser les membres de communauté. Et le but ici, c'est de changer de comportement et de remettre en question les normes nuisibles et de renforcer les normes positives de genre par les rôles modèles. Donc, on essaie un peu d'amener les gens à réfléchir eux-mêmes sur les normes de genre, les normes sociales, et même pour identifier facilement les normes qu'ils qualifieront de nuisibles et aussi d'essayer d'imaginer quelles seraient des normes alternatives à mettre en place qui pourraient contribuer, n'est-ce pas, à la masculinité positive ou bien à la promotion de l'égalité des genres. Et donc, l'accent est beaucoup mis sur l'égalité des sexes, les normes et les rôles des genres, mais aussi les déséquilibres que nous constatons, n'est-ce pas, dans le pouvoir. Vous comprendrez que dans beaucoup de contextes, surtout africains, le pouvoir, vraiment, c'est l'apanage des hommes. Et donc, on essaie un peu de faire réfléchir les gens sur comment ils utilisent le pouvoir dans les relations, mais aussi, c'est là sur base, on peut aussi l'amener dans des réflexions, à faire aussi des critiques, des écritures saintes que nous écoutons dans les églises, parce que parfois aussi les églises ou bien l'interprétation que les gens accordent, n'est-ce pas, aux écritures saintes peuvent contribuer à l'exacerbation des violences dans les communautés. Et les notions sur la redevabilité, c'est aussi très, très important, tu vois, étant donné qu'il y a... il y a la redevabilité, je voulais parler de l'impunité, il y a la légitimité, le privilège ou bien le pouvoir qui n'est pas distribué de manière équitable ou égale à tout le monde. Slide suivant. Voilà. Pourquoi la transformation de masculinité? En fait, on a pensé que la transformation de masculinité, c'est très important tout simplement parce qu'il y a nécessité d'engager, n'est-ce pas, de manière significative les hommes et les garçons sur la base des recherches formatrices et des expériences des survivants. C'est-à-dire, cette approche est venue parce qu'il y a eu une recherche qui a été conduite et on a compris à partir des survivants que non, il fallait qu'on travaille aussi avec les hommes, mais aussi avec les garçons pour qu'ils comprennent qu'ils doivent être engagés pour qu'on aboutisse au changement tant souhaité. Vous vous rappellerez que la lutte contre les stéréotypes dans les temps anciens, on essayait plus de se focaliser sur les survivantes et on oubliait, n'est-ce pas, peut-être les acteurs, entre guillemets, ou bien les bourreaux, entre guillemets, qui pour la plupart sont des hommes et des femmes et des garçons. J'ai dit pour la plupart, je sais qu'il y a aussi des bourreaux femmes qui existent, mais pour la plupart, c'était des hommes. Et on a trouvé que cela provenait plus des normes sociales, des normes culturelles. Et donc, il fallait que les gens réfléchissent sur notre manière de vivre notre masculinité. C'est comme ça qu'on a essayé de mettre en place cette approche que nous appelons transformation de masculinité. Et la nécessité ici était de remettre en question l'interprétation, mais aussi l'application néfaste des écritures et le soutien au comportement et les normes. Parce que l'interprétation qu'on accorde souvent aux écritures, vous comprendrez que il y a des interprétations qui sont faites sur base des cultures et cela contribue aussi à des violences dans les églises même, alors que ces églises sont censées être des endroits sécures pour tout le monde. Donc, il y a aussi la nécessité de promouvoir les modèles alternatifs pour être un homme et réussir sur les genres, la nécessité d'engager les hommes et les femmes de manière holistique et d'engager les chefs religieux et les communautés. Mais aussi lutter contre l'inégalité entre les sexes, l'inégalité du pouvoir, les pratiques de redevabilité. Cela sont des piliers clés
pour des approches transformatrices des genres. Et comme je vous l'ai dit au départ, nous travaillons avec des leaders religieux, des chefs religieux et communautaires qui sont considérés comme des catalyseurs dans le changement ou bien dans l'évolution des normes sociales au sein de nos communautés. Slide suivant. Donc, les principales caractéristiques de la transformation de masculinité sont des réflexions, les dialogues qui sont basés sur les écritures. Et là, ces écritures-là sont orientées sur la violence sexuelle basée sur les genres. Il y a les séances qui s'articulent autour des écritures clés qui influencent les normes et les pratiques. C'est-à-dire, il y a eu des outils qui ont déjà été développés qui aident à identifier quelles sont les écritures clés qui contribuent, n'est-ce pas, à influencer les normes sociales de manière négative, surtout à contribuer au STBV. Alors, on a essayé d'articuler les séances autour de cela et identifier aussi d'autres écritures qui viennent, n'est-ce pas, compléter ou bien donner une meilleure interprétation de ces écritures-là qui sont mal interprétées. Il y a aussi des activités qui se font en groupe, mais aussi des espaces sûrs qui sont créés pour des dialogues pour les hommes et pour les femmes. Et donc, comme je disais là, les apprentissages se font sur base des expériences, mais aussi des interactions entre participants. Et donc, il y a aussi des discussions sur les genres, sur les masculinités. La violence sexuelle est basée sur les genres dans différents contextes, mais dans le contexte de la foi, mais aussi dans le contexte de nos cultures. Et donc, ça dépend de quel contexte nous travaillons. On essaie un peu de discuter de la violence sexuelle basée sur les genres par rapport à ce contexte-là, mais aussi par rapport à la foi. Supposons nous travaillons avec les gens de la foi chrétienne ou les gens de la foi musulmane, on essaie un peu de contextualiser, n'est-ce pas, les discussions par rapport à ce contexte-là. Alors, il y a aussi, on essaie de faire la promotion des pratiques de redevabilité à tous les niveaux. Donc, la redevabilité ici, c'est pour essayer d'obtenir, n'est-ce pas, sous forme d'une conscience d'engagement de la part des membres qui sont impliqués, que ce soit les acteurs, par exemple, communautaires, que ce soit, n'est-ce pas, les acteurs du projet, tous doivent être les staffs du projet ou de l'organisation qui sont impliqués dans le projet, tous doivent vivre de manière redevable afin de démontrer des rôles modèles au sein de la communauté, mais aussi on vise à aborder des croyances qui sont sous-jacentes sur les normes de genre, l'inégalité, de genre et les pratiques néfastes. Slide suivant. Voilà. En fait, le problème, comme je vous l'ai dit, ce sont les normes de genre qui présentent une certaine inégalité et la plupart de ces inégalités-là contribuent, n'est-ce pas, à une prévalence élevée de la violence sexuelle basée sur les genres. Et donc, les normes, comment sont définies au sein de nos communautés, dans ces normes-là, nous trouvons une certaine inégalité et de manière automatique, les violences apparaissent. Mais aussi, il y a des pratiques, y compris les masculinités nuisibles. Donc, vous comprendrez qu'il y a des communautés où, par exemple, il y a des hommes qui ne faut pas participer ou bien qui ne prennent pas de décisions partagées avec leurs épouses. Tout simplement parce que la culture dit non, non, un homme ou bien masculin ne peut pas, n'est-ce pas, donner de l'espace à la femme. Mais aussi, il y a les chefs religieux et les communautés qui renforcent ou bien qui façonnent les normes et les pratiques. Et donc, sont des alliés importants pour la réussite de cette approche au sein des communautés. Et donc, doivent faire partie des acteurs clés parce que d'abord, ils ont des qualités, ils sont crédibles, ils sont, n'est-ce pas, peut-être redevables aussi vis-à-vis de la communauté. Et donc, ce sont des gens que nous formons au départ pour qu'ils soient des catalyseurs pour amener le message un peu plus loin. Slide suivant. Voilà. Donc, nous avons 3 piliers d'activité. Nous travaillons avec des leaders religieux. Les leaders religieux ici sont les responsables qui peuvent, ça dépend du niveau où nous travaillons. Nous travaillons, ça peut être au niveau national, ça peut être au niveau provincial, comme au niveau communautaire. Ces gens-là doivent être conscientisés pour qu'ils prennent part, n'est-ce pas, dans les activités de transformation de masculinité et qu'ils soient consciencieux du problème de violences qui apparaissent dans les communautés parce qu'ils ont un rôle d'influence dans leur communauté. Donc, nous pouvons nous appuyer sur leur leadership et cela de manière à appuyer les activités de transformation de masculinité. Une fois ces gens-là sont conscientisés, ils sont formés, ils nous aident à identifier d'autres personnes au sein de la communauté. Les gens-là que nous appelons les champions de genre, ces gens ici, ils sont aussi des responsables, n'est-ce pas, qui peuvent être des responsables religieux ou communautaires, ils peuvent jouer un rôle dans la communauté. Ils sont aussi formés pour faciliter ce que nous appelons les discussions. Ces discussions-là, c'est ce que nous appelons le dialogue communautaire, où ce sont des regroupements des hommes et des femmes qui se retrouvent au moins, n'est-ce pas, au moins une fois la semaine pendant 2 heures
pour suivre un curriculum qui est déjà bien développé afin de discuter à groupe. Et ces groupes-là, c'est ce que nous appelons des dialogues communautaires qui sont pour les hommes et pour les femmes et qui se réunissent chaque semaine, pendant 6 semaines, dans leur communauté et pour, n'est-ce pas, des discussions animées par des champions de genre ici. Et les rencontres de la semaine, à partir de la première semaine jusqu'à la 5e semaine, ils le font de manière non mixte, c'est-à-dire les hommes ils sont à part et les femmes sont à part. C'est seulement à la 6e semaine où les hommes et les femmes viennent ensemble. Oui, on peut aller au slide suivant. Voilà, l'aperçu est là. Ici, nous essayons d'engager les chefs religieux et les champions de genre comme des acteurs clés au sein des communautés. Ils doivent être formés, ils doivent être équipés, avoir des matériels nécessaires pour, n'est-ce pas, jouer leur rôle. Et les communautés vont diriger les actions, c'est-à-dire, ici, on essaie de faire une certaine appropriation des actions qui sont organisées. Les membres des communautés, les leaders religieux, les champions de genre, ils vont planifier les activités et nous partager leurs plans. Comme ça, nous pouvons faire le suivi et le mentorat du travail qu'ils sont en train de faire au sein de la communauté. Pendant qu'ils seront de planifier, nous allons leur donner les orientations, par exemple, dire voilà, au moins un champion déjà doit avoir une session la semaine. Et c'est sur base de ces orientations-là qu'il faut planifier et diriger les activités. Et nous serons là pour le suivi, mais aussi pour le mentorat. Et notre objectif, en essayant de responsabiliser la communauté à diriger les activités, c'est pour voir si on peut avoir la durabilité dans le temps. Suivant. Voilà. Donc, je venais de présenter le dialogue communautaire. Voilà comment ça se passe. Donc, ça se fait sur 6 semaines. Mais de la semaine 1 jusqu'à la 5e semaine, nous avons les dialogues qui sont non mixtes. La 6e semaine, c'est le dialogue mixte où les hommes et les femmes se retrouvent ensemble. Mais les deux autres semaines, je m'excuse, les 2 autres semaines, ils sont là pour planifier ou recruter des participants, mais aussi faire un bilan par rapport à comment le cycle précédent ça s'est passé. Et donc, ce sont des discussions qui sont animées par des champions de genre. Je parlais de 2 heures maximum par séance pendant 6 semaines. Ça, c'est le modèle standard. Et le minimum de participants, c'est 8 par personne et le maximum, c'est 10. C'est-à-dire chaque champion de genre doit avoir au moins 8 personnes et maximum 10 personnes. On ne veut pas avoir un grand nombre parce qu'on voudrait que ce soit vraiment des discussions très engagées où les gens ils vont partager. Seulement à la 6e séance, un champion de genre et une championne de genre, ils vont venir ensemble, c'est-à-dire ils travaillent à pair, un homme et une femme. Et pour cela, il y a des guides, il y a des outils qui sont déjà développés. Et ces activités-là sont dirigées par les champions de genre. Par expérience, on a eu à constater plus de 80% de rétention, déjà qui ont participé à ces activités-là, qui durent 6 semaines. Et donc, c'est important que les gens comprennent la continuité de ces activités et aussi le processus. Lors du recrutement, nous essayons de former les champions de genre pour qu'ils comprennent que c'est important qu'ils participent à ces activités. Suivant. Voilà, les sessions sont là. Donc, il y a la semaine 1, nous parlons d'introduction et causes profondes de VSBG. La 2e semaine, nous parlons des rôles et les normes liées au genre dans la vie quotidienne. La 3e semaine, c'est le pouvoir, les statuts et les violences sexuelles basées sur les genres. Et la 4e semaine, c'est la foi et les violences sexuelles basées sur les genres. La 5e semaine, ce sont les étapes ou les réflexions que les gens doivent faire pour, n'est-ce pas, voir un changement. Quels sont les rôles alternatifs, les normes alternatives qu'on doit mettre en place pour voir les violences, n'est-ce pas, diminuer dans notre contexte. Et là, les 5 semaines-là sont des semaines qui se font de manière non mixte. C'est seulement à la 6e semaine où le champion et la championne de genre, ils vont se retrouver avec leurs participants, c'est-à-dire 16 avec participants plus les 2 champions de genre qui doivent faciliter la séance de la 6e semaine. Suivant. Les ressources sont là. Nous avons 3 outils spécifiques. Nous avons un outil que nous appelons transformer les masculinités. C'est un manuel de formation qui est utilisé pour les ateliers destinés, n'est-ce pas, aux responsables religieux, mais aussi pour former les champions de genre. Nous avons un outil que nous intitulons la main dans la main. Et cet outil ici, c'est un outil qui a des études bibliques juste pour référence, auxquelles les leaders religieux comme les champions de genre peuvent se référer à ça, juste pour avoir des versets, pour aller soutenir ce qu'ils ont à donner comme message, comme ils auront à travailler dans un contexte religieux. Mais aussi, il y a le dialogue communautaire, qui est un outil ou bien un guide
qui est utilisé par les champions de genre pour faciliter les discussions. Suivant. Voilà. Alors, il y a des principes fondamentaux de la transformation des masculinités. Comme je vous disais là, nous voulons remettre en question les normes sociales et des genres néfastes, c'est-à-dire les normes là qui contribuent aux inégalités entre les sexes, la hiérarchie du pouvoir comme cause profonde, la remise en question de l'environnement normatif. Quelles sont les politiques que nous avons? Quelles sont les normes que nous avons? La promotion d'autres alternatives. Voilà un peu, n'est-ce pas, c'est à quoi nous voulons remettre en question les normes sociales et les genres néfastes. Mais aussi le processus de mobilisation communautaire. On veut avoir des modèles structurés d'intervention et stratifiés et appropriés, dirigés par la communauté. Je crois que ça, je l'ai déjà dit. Mais aussi, on veut un apprentissage expérientiel et pratique. Donc, on veut que les gens s'éloignent des discussions théoriques. Ça se fait sous forme d'activités. Donc, c'est vraiment une approche communautaire où les gens ils vont faire des activités juste pour tirer des leçons après. Ça peut aussi réunir plusieurs confessions religieuses. Donc, on peut travailler avec des confessions de différentes foi. Des musulmans, on a eu à travailler avec des musulmans et des chrétiens au Nigeria, au Mali et dans d'autres contextes. Il y a là où aussi on a travaillé avec même des chrétiens, les gens qui n'arrivaient pas à s'approcher, mais grâce à cette approche ici, ça crée une certaine cohésion. Nous faisons aussi la promotion de l'égalité des sexes, la lutte contre les causes profondes, la compréhension de la VSBG et attaquer les résultats de l'inégalité entre les sexes. Et il y a aussi les pratiques de redevabilité au niveau personnel, mais aussi au niveau relationnel. On fait aussi des apprentissages et des adaptations. C'est-à-dire l'outil lui-même, il est vraiment adaptable à différents contextes. Et aussi, il y a des apprentissages qui doivent être continus, n'est-ce pas, pour améliorer, pour comprendre les contextes dans lesquels nous travaillons. Suivant. Voilà, on a déjà fait l'adaptation dans plusieurs contextes, comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Donc, on a déjà adapté ça pour lutter contre les mutilations génitales féminines et les excisions ou le mariage précoce à Sierra Leone, au Tchad et au Mali. On a commencé avec la transformation de masculinité. C'était dans un contexte post-conflit, dans le cadre du projet World Talks en RDC. On a fait l'adaptation en intégrant les aspects économiques pour l'autonomisation des femmes. Ça, c'était en République centrafricaine. Nous avons fait la masculinité, famille et foi, ici pour essayer d'intégrer, n'est-ce pas, la composante planification familiale, ça en RDC et au Rwanda. On a fait la masculinité, famille et paix. Ici, on a intégré la composante planification familiale et la cohésion sociale, c'était au Nigeria. Mais aussi, nous avons travaillé dans des contextes humanitaires qui sont touchés par les conflits. On a travaillé en Irak, on a travaillé aussi en RDC. Et en Asie centrale, ici, on a essayé de contextualiser. On n'a pas impliqué les leaders religieux. On a essayé de travailler dans un contexte, n'est-ce pas, communautaire, sans nécessairement impliquer les religions. Mais aussi, il y a en Amérique latine et les Caraïbes, on a fait l'intégration de la mobilisation de l'Église. Et aussi, à Livingstone, à Jordanie, avec le projet Livingstone, on a travaillé avec des réfugiés syriens et irakiens. Suivant. Voilà. Alors, je vais essayer de me focaliser sur ce slide ici pour essayer de vous montrer comment nous avons adapté l'approche transformation de masculinité sur la planification familiale, spécifiquement pour la RDC. Ça a été une adaptation, mais aussi une reproduction de la transformation de masculinité, comme je vous ai dit, qui avait été faite en RDC dans un contexte post-conflit. Mais ici, cette fois-ci, c'était pour réduire la violence entre partenaires intimes et améliorer le calendrier et l'espacement sain des grossesses, en s'attaquant aux normes sociales qui façonnent les relations inégales entre les sexes et empêchent l'utilisation des méthodes modernes de planification familiale. Suivant. Suivant. Voilà. Pour le projet passage que nous avons implémenté en RDC, il y avait les composantes. Ici, on a travaillé toujours avec des leaders religieux et des champions de genre qui ont organisé des activités de sensibilisation à la masculinité et à l'égalité des sexes. Ils ont conduit des discussions sur la santé et ils ont organisé aussi des visites d'échange au niveau des communautés. Et les gens qui étaient cibles, c'était vraiment les couples nouvellement mariés
et les parents pour la première fois. Ici, quand nous parlons des couples nouvellement mariés et les parents pour la première fois, vous savez, il y avait la composante de la planification familiale où il fallait les expliquer les méthodes de planification familiale. Voilà pourquoi nous avons ciblé ces gens ici. Et ces gens ici devraient participer dans des séances de dialogue communautaire, mais aussi devraient recevoir les soutiens, devraient se soutenir mutuellement et aussi la thérapie des couples. Et les résultats qu'on attendait, ou bien les résultats intermédiaires, c'était de voir une amélioration de l'environnement normatif autour de la santé sexuelle et reproductive et du genre. Mais aussi, on voudrait voir le pouvoir, n'est-ce pas, de l'homme et de la femme qui augmentait à terme de choix, n'est-ce pas, ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Mais aussi l'amélioration des comportements envers la santé sexuelle et reproductive et le genre. Et il y avait aussi, on voudrait voir aussi les services de santé reproductive qui sont adaptés, n'est-ce pas, à cette catégorie, c'est-à-dire aux couples nouvellement mariés et aux parents pour la première fois. On voudrait voir ces gens-là utiliser de manière significative les méthodes. Et donc, les résultats comportementaux, on voudrait voir les normes, les relations et comportements intégrés en matière de genre, mais aussi l'utilisation accrue de la planification familiale moderne et planification et espacement idéal des grossesses. Et l'impact final, c'était l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du bien-être des membres, des participants qui ont atteint une des activités ici. Suivant. Voilà. Et donc, ce sont là les activités qui étaient organisées. Je ne sais pas si l'État va me permettre de tout parcourir, mais ce sont là les activités où il fallait passer par les leaderships qui devraient organiser aussi les champions de genre, qui devraient conduire les dialogues communautaires. Il devrait y avoir des activités de diffusion qui sont organisées, mais aussi il fallait qu'on se focalise sur les services, la fourniture des services de santé reproductive. Et pour cela, il fallait qu'il y ait une formation adaptée par rapport à l'utilisation des services, mais il fallait aussi donner des cartes de référence. C'est-à-dire aux gens qui viennent participer au dialogue communautaire, à la fin de chaque séance, on devrait demander qui est prêt pour aller, par exemple, vers utiliser les services de santé reproductive. Et là, on devrait donner une carte de référence vers une structure bien, n'est-ce pas, identifiée, bien connue, bien approvisionnée, parce que ces structures-là aussi étaient approvisionnées par le projet. Et il existait aussi une ligne verte, c'est-à-dire ils pouvaient appeler gratuitement pour demander conseil sur... Parce que parfois, il y a des questions où les gens ne se sentent pas à l'aise de discuter en public ou bien dans les groupes de discussion, mais on a mis à leur disposition une ligne verte qu'ils pouvaient appeler pour recevoir d'autres conseils auprès des acteurs. Et donc, pendant ces séances-là, on faisait intervenir un acteur de santé qui devrait expliquer à long et à large les différentes méthodes de planification familiale, mais aussi l'importance de ces méthodes de planification familiale. Et comme je vous l'ai dit, la cible, c'était des couples nouvellement mariés et des nouveaux parents. Et on devrait cibler ces gens-là dans des congrégations ou des communautés, des fois, qui faisaient partie de notre cible. Suivant. Voilà, merci beaucoup. Je crois que j'ai fini. Peut-être on aura le temps d'interagir plus tard. Merci. Merci beaucoup, docteur de la République. Je vais faire un petit résumé en attendant que Jean-Jacques partage la deuxième présentation. Dans votre intervention, vous avez parlé souvent de la redevabilité envers les autres et au niveau personnel, mais également au niveau communautaire. Vous avez parlé des normes de genre avec les inégalités, mais également l'implication des chefs religieux qui sont des acteurs clés et qui peuvent jouer des rôles catalyseurs. Et nous savons qu'avec ces chefs religieux, vous êtes parvenus à faire ce qu'on appelle le dialogue interreligieux avec les chrétiens et les musulmans. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Vous avez parlé tantôt aussi du cycle de dialogue communautaire avec les champions que vous avez identifiés, mais il y a un manuel de formation sur la transformation des masculinités qui est même demandé par certains participants si les outils sont disponibles. Vous avez tantôt parlé de modèles structurés d'intervention, mais également le travail que vous avez effectué en Syrie avec les réfugiés. Je pense que tout cela montre aujourd'hui l'importance de ce webinaire sur les moyens culturels pour l'engagement
des communautés, sur la violence basée sur le genre, mais également la santé. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il y a vraiment beaucoup de choses à faire par rapport à cette thématique et vous avez partagé avec nous, merci, toute cette expérience que vous avez eue. Nous allons sans tarder introduire, parce que nous avons accusé un petit retard, le deuxième intervenant qui va aussi nous parler de l'expérience du Niger. Je voudrais le nommer Dr Ousseini Sani. Jean-Jacques va partager tout à l'heure sa présentation. Lui, il est spécialiste en santé publique, option santé de la reproduction. C'est également un homme de terrain qui a eu à occuper un poste de facilitateur santé et le couple smart, mais également de la planification familiale naturelle. Mais aujourd'hui, il est assistant chargé de programme de planification familiale avec WABA. Et Dr Sani nous parle de l'autre côté du fleuve Niger. Bonjour, Dr Sani. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro est en mode mute. Vous avez la parole, Dr Sani. Jean-Jacques, si la présentation est prête, on passe la parole à Dr Sani. Je vais préciser que ce n'est pas Dr Sani, c'est simplement Ousseini Sani, si je ne me trompe pas. Merci. Ok, merci beaucoup. Oui, merci Ramatoulaye pour la présentation et également merci Jean pour la petite rectification. Effectivement, je m'en vais vous présenter le thème les moyens culturels d'engager les chefs religieux sur le genre et la santé. C'est tout simplement un témoignage de l'expérience du projet Breakthrough, West African Breakthrough Action, et communément appelé WABA, sur les groupes d'engagement communautaire en rapport avec la lutte contre le VBG. Ce projet travaille étroitement en relation avec le projet Amplify. Et par exemple, Amplify s'occupe de l'offre de services et nous nous occupons de la mobilisation communautaire. Est-ce que vous voyez l'écran en mode diapo? Oui, merci Jean. Vous pouvez progresser. Donc, West African Breakthrough Action est un projet financé par USAID et c'est un projet de changement de comportement, changement social et de comportement financé par USAID. Et néanmoins, il utilise beaucoup l'expertise des autres structures telles que CCP, Save the Children, qui a le lead même du programme, et Think Place, Camber, Collective et Viamo. Oui. Donc, j'ai tenu à vous montrer cette image. Et cette image que je trouve l'image de l'année pour moi. Et en tout cas, cette image en elle seule représente l'engagement des chefs religieux et elle donne vraiment un espoir et un modèle à promouvoir. Et on voit bien un chef religieux qui s'est rendu pour la première fois dans une des activités de Breakthrough, qu'on appelle visite guidée, et pour voir comment ça se passe au niveau des centres de santé, il est en train d'examiner un préservatif féminin. Vous pouvez progresser. Donc, Breakthrough Action a un domaine clé, donc genre et dynamique au sein du couple. Donc, c'est dans cette perspective que j'ai été invité à faire cette présentation. Slide. Donc, voilà. Et pour ce qui est de les domaines et termes que nous allons rencontrer au cours de cette présentation, il y aura genre, la définition de genre, le sexe et aussi les moyens culturels et VBG.
Oui, diapo. Diapo. Donc, les violences basées sur les genres sont classées en 4 catégories. Il y a la violence physique, violence sexuelle, violence psychologique et privation de liberté. Il est important à ce niveau de se rappeler que les formes de violence se chevauchent. De nombreux actes de VBG sont une combinaison de différentes formes de violence et ne peuvent être strictement attribués à une catégorie. Par exemple, une mutilation génitale peut être définie comme une violence à la fois physique et sexuelle. Donc, la violence basée sur les genres est souvent attribuée aux hommes, et alors que aussi les femmes peuvent aussi également commettre de tels abus. Et de même que les enfants et les adolescents. Diapo. Donc, pour ce qui est des causes profondes, nous avons 3 importantes causes profondes des VBG. Il y a le non-respect des droits humains, les abus de pouvoir, l'inégalité des sexes. Donc, il y a aussi les facteurs de risque qui peuvent être classés en 4 niveaux. Au niveau individuel, l'homme étant un être social, donc il y a aussi le niveau relationnel, le niveau communautaire et le niveau sociétal. Oui, diapo. Vous voyez, je suis sur le slide, qu'est-ce que WABA à Niger a fait? Est-ce que vous voyez Oui, ça? oui. Donc, et qu'est-ce que WABA Niger a fait pour pouvoir engager les communautés sur les VBG à travers les moyens culturels? Et nous ferons des assises communautaires qui existent dans nos communautés pour organiser des discussions communautaires et pour engager les communautés sur les VBG en discutant des rôles du genre, de la communication au sein du couple, l'accès des femmes à PF et nous discutons des normes encourageant les VBG. Donc, pour ce qui est de ces discussions, par exemple, le dialogue communautaire est organisé avec un cercle de leaders coutumiers, et les leaders religieux, et les prestataires, les communautés eux-mêmes et aussi les autorités sanitaires. Il y a aussi le CETAR, appelé le Comité technique d'appui au REA, qui sont au niveau des... Les REA, c'est les districts qui sont organisés en REA. REA qui est le réseau intégré d'apprentissage. Donc, il y a un comité qui soutient tous les REA qu'on appelle le Comité technique d'appui au REA. Et à l'ensemble, donc, on fait ces discussions pour ressortir tous les problèmes. On discute des solutions envisageables. Donc, ça se fait une fois par trimestre et par REA, donc par REA, donc par district sanitaire. Et il y a aussi les visites guidées qui sont suivies juste après ce dialogue communautaire. Il y a les visites guidées, le dialogue communautaire et vous êtes en train d'aller rapidement sur la présentation. Voilà, merci. Donc, après le dialogue communautaire, il y a la visite guidée qui est suivie. Et comme le dialogue est organisé au sein de la communauté, la visite guidée est organisée au centre de santé
pour mieux s'imprégner des vrais problèmes qui assaillent ou qui font barrière à l'utilisation des services et aussi à l'accès à l'information, notamment des genres et aussi de la lutte contre les VBG. Donc, à chaque dialogue correspond un ou deux visites guidées. Ça dépend de l'aire de santé qui a regroupé ce dialogue communautaire-là. Et donc, nous faisons aussi les discussions communautaires. Ça, c'est des rencontres que nous faisons avec les influenceurs au niveau des communautés, une fois, par exemple, par mois. Et avec les fédérations, nous avons les groupes des fédérations, des groupements des femmes, nous avons les associations des jeunes. Et ensemble, et avec les autorités sanitaires, nous menons des discussions par rapport à tout ce qui gangrène donc l'utilisation des services. Et ça se fait au moins, comme je l'ai dit, une fois par EA. Donc, il y a aussi les structures tours. Les structures tours aussi sont des discussions, des dialogues que nous engageons dans les services et aussi dans les administrations, parce que à ce niveau aussi, il y a des religieux que nous pouvons rencontrer, avoir leur avis, écouter. Ensemble, on évoque des difficultés et aussi des solutions envisageables. Ils prennent des décisions pour engager un changement au niveau de la communauté. Et il y a aussi le tour de Makaranta. Et comme vous le savez, il y a aussi des marabouts qui sont à ce niveau-là avec leurs apprenants. Nous allons aussi à leur rencontre, approche donc de dialogue. Voilà. Merci. Donc, voilà. Donc, à ce niveau, qui parle des rencontres autour des chefs de quartier, autour des chefs de canton, et parle des marabouts. Il y a toujours des influenceurs qui sont tout autour de ces personnes-là. Donc, nous menons des discussions avec eux. Nous avons un certain nombre de facteurs, et à mon sens, qui ont aussi contribué à avoir leur engagement, qui sont par exemple les influenceurs, une communauté d'influenceurs, pardon, et aussi un certain nombre de plateformes à travers lesquelles nous avions pu passer ces messages. Et pour ce qui est des influenceurs sur les slides, je n'ai pas hiérarchisé, ce n'est pas hiérarchisé. Et peut-être il y en a d'autres, mais c'est ce que moi j'ai pu trouver dans mes recherches. Et pour les plateformes, il y a aussi, j'ai présenté ici quelques-uns qui sont vraiment culturels et héréditaires pour nos communautés, et d'autres qui sont du fait des interventions des ONG, mais qui ont été appropriés par cette communauté. Et voilà. Slide suivant. OK. Donc, l'impact créé. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'impact créé, donc, voilà, nous avons à ce niveau, ça génère des discussions au sein des couples. Donc, au sein des couples sur des thématiques de santé et amélioration de connaissances. Donc, ça génère des améliorations amélioration des connaissances des hommes en matière de santé de la reproduction, et ça génère, et donc ça contribue à la bonne marche des activités en santé, l'implication des hommes dans des programmes de santé, la sensibilisation des hommes à se défaire des construits sociaux, notamment donc les genres, et la sensibilisation à la communication des couples, et
apprécier donc les bonnes pratiques et faire la promotion. Slide suivant. Donc, la discussion au sein du couple, j'ai dit. Et donc, ensuite, ça influence la communauté dans la promotion de la transformation des relations. Donc, dans la transformation des relations et normes sociales. Oui. Et le rapprochement communauté et centre de santé, donc l'accès à l'information. Et le relevé, ça relève les indicateurs de santé. Il y a l'amélioration, donc ça relève les indicateurs de santé par utilisation du service et l'amélioration des respects des droits humains, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'amélioration du pouvoir décisionnel des femmes, et le renforcement de l'engagement des hommes pour soutenir l'utilisation des services. Donc voilà, slide. Voilà. Donc, je m'en vais vous présenter un témoignage de Fatouma Idrissa. Elle dit du dialogue communautaire et visite guidée que j'ai assisté. Elle dit que sont un moyen très important de changement de la communauté. Ici, tout au début, les gens ont pensé que vous êtes venus leur apporter de l'argent ou résoudre leurs problèmes, donc comme par la magie, quoi. Donc en tant qu'ONG. Après les multiples exemples qui ont émaillé les discussions, la communauté s'est engagée à chercher ces solutions pour éviter la violence ensemble avant d'exposer donc c'est-à-dire les problèmes de l'utilisation des services qui les dépassent à l'échelle district, c'est-à-dire donc d'adresser leurs problèmes, donc les problèmes qu'ils rencontrent pour venir utiliser les services, c'est-à-dire les barrières d'extérioriser leurs besoins par rapport à l'amélioration de ces trucs-là. Voilà. Et oui, allez-y. Slide. Ok, donc nos réalisations en images. Slide. Donc voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc ça, c'est les images de dialogue communautaire. Allez-y. Et ça, c'est au niveau des visites guidées. Vous voyez la présence des chefs religieux. Et après la visite guidée, le dialogue communautaire, pardon, et il s'imprègne de la situation, il s'engage à venir voir effectivement ce qu'il en est. Et à partir de là, donc, il y a les rumeurs qui sont balayées. Allez-y. Donc, ça aussi, c'est les discussions communautaires. Normal. Oui. Nous avons donc un chef. Donc, ça, c'est un maire. Et ça, c'est un chef religieux qui est là. Donc, les images parlent aussi. Allez-y. Slide. Donc, voilà, ça, c'est au niveau des discussions dans les écoles coraniques. Et aussi l'exemple d'un poster d'un Facebook Live que nous avions fait avec un religieux qui s'est vraiment engagé à appuyer donc notre campagne à travers les réseaux sociaux qui sont vraiment utilisés par les jeunes. Voilà. Donc merci pour votre aimable attention. Et ça va. Merci beaucoup, Sani Ousseinou, qui nous a fait aussi une présentation où vraiment il a résumé sur le genre, il a parlé de la définition du genre, du sexe, des violences basées sur le genre, mais surtout il a parlé du chevauchement qui existe entre les différentes formes de violences basées sur le genre. Il a expliquer les causes profondes avec le non-respect des droits humains, l'abus de pouvoir, mais également il a parlé des assises communautaires pour lutter contre les violences basées sur le genre, également les cercles
coutumiers, mais les moyens utilisés avec les dialogues communautaires, avec les visites guidées, les discussions communautaires, les structures, tours, mais également les discussions avec les autorités sanitaires. Il a parlé des tours de Makaranta avec les chefs religieux qui sont, comme l'avait dit, ils allaient aussi, que ce sont des influenceurs, mais également l'intervention de certaines ONG. Également, il a parlé dans sa présentation de l'impact créé avec les bonnes pratiques et la promotion, mais le témoignage aussi d'une dame qui est aussi chef religieux de Fatoumata Idrissa, qui a parlé des barrières par rapport à l'utilisation des services. Je pense que, Jean-Jacques, nous avons des mains qui sont levées. Peut-être que nous allons passer directement aux discussions pour pouvoir recueillir quelques contributions ou bien quelques questions pour permettre à nos deux intervenants après de répondre. Je vois Rokhaya Diop qui est de l'autre côté, au nord du Sénégal, Matam, qui est quand même une zone de forte prévalence de mutilation génitale féminine, qui est une zone aussi religieuse. Rokhaya, elle est responsable du bureau d'information et d'éducation pour la santé dans cette zone. Je vais passer d'abord à Rokhaya la parole. Je vois aussi qu'il y a d'autres mains qui sont levées et je signale que nous avons la participation de plusieurs pays à l'image de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, la RDC. Donc, nous avons tous ces pays qui sont avec nous. Rokhaya, vous avez la parole. Bonjour. Hello. Bonjour, Rokhaya, nous vous entendons, vous avez la parole. Oui, allez-y. Bonjour, Max Ramatoulaye, c'est un plaisir de te revoir. Et je remercie les deux présentateurs par rapport aux deux présentations. Ce n'est pas des questions, mais juste une contribution. Et dire que pratiquement les stratégies se ressemblent. Parce que dans les deux présentations, je me suis retrouvée avec quelques expériences, surtout dans l'ancien programme de USAID, avec un consortium d'ONG USAID NEMA, surtout avec Charlton. On a eu à faire cette même expérience à travers ce qu'on appelle le 4DDG, donc cycle d'action communautaire appliqué aux violences basées sur le genre. Et comme vous l'avez dit, Ramatoulaye, au niveau de la région de Matam, il y a une forte prévalence par rapport aux mutilations génitales, mais surtout aussi au mariage précoce. Et l'expérience qui m'a surtout marqué, c'est à travers ce 4DDG, surtout le lien qu'on a essayé de faire entre les parents et les enfants, surtout par rapport aux thématiques du mariage précoce et mariage d'enfants. Et juste en résumé, le cycle d'action communautaire appliqué au BDG, il s'agissait de mettre en place des groupes de jeunes, des groupes de parents, des groupes de grand-mères. Chaque groupe, il y a des sessions de dialogue communautaire au niveau des villages, mais il y a une session de dialogue communautaire où on regroupe groupe des jeunes et groupe des parents. Et l'expérience a montré qu'il y a eu des engagements des parents qui, après l'analyse situationnelle, pourquoi ils marient très tôt leur fille, ils ont dit qu'ils veulent éviter le déshonneur. Et si les jeunes filles leur assurent qu'ils vont s'abstenir jusqu'au mariage, jusqu'à après 18 ans au-delà, eux, ils vont s'engager à ne plus donner leur fille en mariage précocement. Et ça, c'est une expérience qui m'a vraiment marqué. Et les deux présentations m'ont rappelé ces expériences et dire que les différentes stratégies se regroupent et se ressemblent d'un pays à un autre. Et les contenus en général, ce sont les mêmes. Et partager surtout avec BBG et remercier l'ONG Charlton qui nous a permis d'expérimenter ça au niveau de la région de Matam. Merci. Merci beaucoup, Rokhaya. Je pense qu'elle a plutôt fait une contribution par rapport aux similitudes des expériences qui existent dans nos différents pays. Merci en tout cas pour cette contribution. Elle a parlé tantôt de mariage d'enfants, des violences basées sur le genre, les sessions de dialogue communautaire avec l'engagement des parents. Merci. Je vois aussi il y a Robert Sarah Tambalou qui demande la parole. Robert, vous avez la parole. Je pense que je vais passer la parole d'abord à Robert. Robert Sarah, est-ce que vous nous entendez?
Alors, s'il n'est pas encore disponible, on passe la parole à Moustapha Faye. Moustapha? Merci beaucoup Ramatoulaye. Mais je suis un peu fâché parce que j'ai levé la main avant Robert et vous parlez de justice, de pouvoir, et vous parlez d'égalité. Parce que moi, je suis à Québec, je suis sénégalais, mais ça fait 15 ans que je suis à l'étranger. Et j'ai travaillé dans mon pays avec FINEAP dans un projet qu'on appelait en fait EVF Dara. C'était introduire le concept de l'éducation à la vie familiale dans les écoles informelles qui a été en fait financé par le FINEAP et qui est exécuté par le gouvernement du Sénégal. Et jusqu'à présent, je suis le débat au Sénégal sur les questions de violence basée sur le genre, sur des questions de santé sexuelle et reproductive, parce que je travaille sur ces questions en tant qu'anthropologue médical. Je me présente, je suis Moustapha Faye, je suis étudiant au doctorat à l'Université de Laval en anthropologie médicale. Je remercie les deux panélistes. Je remercie aussi Ramatoulaye de votre brillante, en fait, brillante présidence de ce panel. Mais j'ai quelques commentaires à faire, Ramatoulaye. Les commentaires, ça porte sur la cosmogonie culturelle africaine. Vous voyez, toutes ces belles présentations, je me demande, l'Afrique est tellement riche culturellement. L'Afrique a tellement de choses à apprendre au reste du monde sur le plan économique, comme sur le plan culturel et comme sur le plan politique. Mais c'est dommage qu'on ne s'inspire pas de notre histoire. Par exemple, je vais vous donner l'exemple des grands-mères. Je pense que nos grands-mères ont un rôle à jouer dans cette problématique de santé mondiale, dans cette problématique de violence basée sur le genre. Je pense que l'approche des grands-mères qui se développe par des acteurs sur le terrain comme Grandma's Project, avec Mamoudou Koulibaly ou bien Judy Obel, ça peut donner en fait beaucoup plus de vigueur à ces approches qui valorisent la culture pour faire avancer nos communautés. Et l'exemple de la cosmogonie s'inspire sur l'historique de nos sociétés, sur l'histoire de nos sociétés, pour apprendre dans nos sociétés ce que nous devons valoriser et régler nos problèmes. Je pense que cette approche Ramatoulaye, c'est quelque chose vraiment à essayer d'aller revisiter pour renforcer ces activités et ces brillantes présentations que nos deux panélistes nous ont partagées ce matin. Je vous remercie Ramatoulaye, je suis plus fâché. Je ne vais pas être trop long là, mais je propose d'aller encore rentrer dans la cosmogonie africaine pour qu'on puisse aller de l'avant, parce qu'on est très riche et on a beaucoup de choses à montrer au reste du monde. Merci. Maintenant, je peux intervenir. Merci beaucoup, Moustapha. Merci pour cette brillante contribution. Vous nous excusez parce qu'en fait, je n'avais pas vu l'ordre des mains levées, mais merci pour cette brillante intervention. On va profiter de donner la parole à Robert Sarah qui a déjà ouvert son micro. Robert, vous avez la parole. Merci Moustapha. Jeff, vous n'êtes qu'un frère à moi. Je suis guinéen sénégalais, c'est la même chose. Et moi, je suis en train de conduire un projet de lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée. Comme vous le savez, la Guinée, c'est le deuxième pays où la pratique est très élevée avec 95%. Et le premier pays étant la Somalie. Et nous sommes vraiment interpellés pour mettre fin à cette pratique-là. Donc, le titre du projet, c'est « Soutien aux activités de promotion de l'abandon de la pratique de MGF en Guinée ». Il y avait une durée de 2 ans. Et je vais rapidement vous donner les priorités que nous avons. C'est appuyer le fonctionnement des plateformes des leaders religieux et des comités de violences basées sur le genre MGF. Deuxième, réaliser une recherche-action sur les MGF. Troisième priorité, réaliser un film documentaire. C'est d'ailleurs un frère sénégalais du nom de Mamadou Diop qui est le consultant. Et quatrième, réaliser des forats de dialogue communautaire. Je voudrais vraiment féliciter tous les deux intervenants. Et le premier, dont le projet vraiment est très proche du nôtre. Et nous avons programmé la deuxième réunion du comité de pilotage pour apprécier les résultats de la recherche. Et cette recherche est basée sur les approches transformatrices de genre. Donc, nous avions 32 participants, 16 hommes, 16 femmes. Donc, les hommes, 16 jeunes non mariés, 16 hommes mariés
les femmes, 16 jeunes filles non mariées, plutôt 8 femmes non mariées, 8 femmes mariées, ça fait 16. Et les hommes aussi, 8 hommes mariés, 8 jeunes non mariés. Et ce que vous avez décrit est très semblable à ce que nous avons fait. Et nous sommes en train de terminer le projet. Vraiment, nous allons partager les résultats avec vous pour très prochainement. Je suis très, très content de participer à ces webinaires-là. Moi, je suis médecin et pour moi, c'est une école, c'est toute une école avec les sociologues et autres. Et merci beaucoup, et Ramatoulaye, pour la modération. Merci beaucoup, Robert Sarah Tambalou, et bonjour à la Guinée. Nous attendons le partage des résultats de ce travail que vous avez effectué. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Nous allons maintenant passer la parole à Luc Innocent Touré. Innocent, vous avez la parole. Ok, bonjour tous. Merci Ramatoulaye pour cette belle modération. Et au fait, moi j'ai une question par rapport aux deux présentateurs. D'ailleurs, je profite de les féliciter et les remercier pour cette brillante présentation, malgré que j'ai pris le train en marche. Par rapport à la dernière intervention, j'ai bien aimé les stratégies que nos collègues ont vraiment déployées pour pouvoir mobiliser davantage les personnes, les acteurs à s'intéresser. Je voulais juste savoir, à l'image des autres projets et autres, je voudrais savoir quelle a été la stratégie pour nos collègues. Ils ont vraiment impliqué, pour faire impliquer les hommes dans la prévention de ces VBG et la santé reproductive. C'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les mamans ou les grands-mères surtout qui sont les premières à faire de tels, comment on appelle ça, de tels trafics, mais est-ce que quelque part les hommes sont considérés et est-ce que leur implication pour pouvoir vraiment freiner ces genres de trucs, parce que ce sont leurs enfants qui sont le plus souvent victimes, ce sont leurs épouses, ce sont leurs sœurs. Donc, est-ce qu'il y a eu une stratégie qui a été développée au-delà des leaders religieux que les hommes sont vraiment impliqués à pouvoir prévenir cela? C'était ça ma question. Et je voulais profiter ici vraiment et dire que nous intervenons ici dans le cadre d'un projet de la santé reproductive et familiale. Nous sommes plus dans la distribution à base communautaire et dans la communication pour le changement social et comportemental. Donc, c'est un projet qui est financé par la KfW. Alors, Innocent, s'il vous plaît, votre question est laquelle? Et si vous avez fini votre question, merci. OK, merci. La question, c'est ce que j'ai posé, l'implication des jeunes dans la prévention des VBG. Surtout pour le dernier intervenant. Merci. Merci beaucoup, Innocent. Merci pour votre question et merci aussi pour cette intervention. Nous allons maintenant passer la parole à Boubacar Bokou. Boubacar, vous avez la parole. OK. Bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez, j'espère? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Merci beaucoup, Ramatoulaye. Et félicitations pour nos deux collaborateurs qui viennent de faire un bien exposé vraiment très compréhensif. Surtout moi, j'ai suivi surtout pour le dernier du projet WABA qui m'a trop impressionné. En fait, moi, c'est Boubacar Bokoum, comme je l'ai dit. Je suis directeur d'un projet de mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH-Sida parmi les forces armées maliennes. Et là, je suis basé à Bamako. Mais pour le moment, ma grande préoccupation par rapport à la présentation surtout de notre frère de Niger, le projet WABA, c'est que d'abord, je voulais comprendre une chose. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ils ont fait concrètement pour pouvoir vraiment impliquer de façon concrète, je dis de façon concrète, les religieux? Pourquoi? Parce qu'au Mali, nous avons eu un projet.
On a beaucoup travaillé avec les religieux au Mali. On est arrivé à un moment, nous avons tous pensé en tant qu'acteurs de développement que nous avons eu maintenant les religieux avec nous et nous sommes justement en train de travailler avec eux petit à petit sur les questions de santé sexuelle et reproductive. À un certain moment, mon cher, on vient se buter à un problème. Et aujourd'hui au Mali, dans les années 2015 et dans les années 2016, on a eu un grand programme de d'éducation à la vie familiale et qui devait vraiment travailler dans toutes les écoles du Mali pour pouvoir vraiment éduquer, faire beaucoup d'éducation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Mais malheureusement pour nous, c'est les religieux qui ont été à la base d'aller de ce grand programme national que nous avons eu. Donc, c'est pour dire que vraiment, je me préoccupe juste là pour avoir vraiment comprendre concrètement avec notre ami Léo Abba, qu'il nous explique concrètement comment ils ont pu avoir les religieux et quels sont les défis auxquels ils ont été confrontés pour pouvoir vraiment les amener dans le même bateau qu'eux et aussi quelles sont les solutions qu'ils ont pu vraiment développer, les difficultés rencontrées et autres. Donc, moi, c'est ça un peu ma préoccupation que je voulais vraiment bien comprendre afin que je puisse aussi certainement voir comment nous pourrons aussi travailler dans ce sens au Mali pour changer plus la tendance afin d'amener vraiment les religieux à s'impliquer davantage dans les questions de santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Merci beaucoup, Ramatoulaye. Merci beaucoup, Boubacar. Oui, Jean-Jacques. Il y a deux questions qui ont été posées. Je pense que si on peut laisser le temps pour qu'ils puissent répondre à ces deux questions avant de poursuivre avec ces deux mains qui sont levées. D'accord, je vois 4 mains, mais c'est bon, on peut passer la parole aux présentateurs, comme ça ils vont répondre aux 2 questions et après on va revenir. Mais je vais demander aux présentateurs d'être très brefs dans les réponses parce que là on est un peu coincé par le temps. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Ok, Ramatou. Donc, pour répondre à Moustapha Faye et Luc l'Innocent, je dirais que vraiment notre stratégie, notre approche de dialogue communautaire, que j'ai dit, qui est directement suivie par une visite guidée, et a été vraiment très déterminante dans le cadre de l'engagement des religieux et même les autres groupes d'engagement communautaire. Et voilà comment ça se passe. Donc, j'avais déjà dit la composition de cette visite guidée, il y avait presque tout le monde autour de ce palabre-là. Donc, on fait ce qu'on appelle priorisation des problèmes. Donc, voilà les problèmes qui assaillent, n'est-ce pas? On fait la priorisation, on fait avec la communauté, on identifie les solutions. Nous ne venons pas avec des solutions prêtes à porter pour influencer la communauté. Non, dans des discussions, eux-mêmes, ils vont identifier les solutions qui sont adaptables aux problèmes qu'ils ont identifiés eux-mêmes et qu'ils ont priorisés. Maintenant, après la priorisation de ces problèmes-là, on fait un plan d'action pour la mise en œuvre des solutions qui ont été identifiées par eux-mêmes. Donc, je pense que c'est à ce niveau qu'intervient les grands-mères et tout le monde, toutes les composantes de la société qui peuvent influencer ont été invitées dans ce cercle-là. Donc, voilà comment ça se passe. Et on élabore très bien le plan d'action et on fait un comité qui est chargé de suivi de ce plan d'action que nous allons revenir 3 mois après pour évaluer, revoir d'abord le plan d'action, qu'est-ce qui a été exécuté, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelles sont les difficultés, quels sont les défis, et on élabore un nouveau plan d'action qui est adopté en fonction des succès et des échecs donc découlant de cette mise en œuvre. Voilà comment ça se passe. Et pour répondre à Boubacar, donc je dirais que vraiment nous on a une force. C'est-à-dire au niveau de chaque district sanitaire, nous avons
un comité qu'on appelle le CETAR, le comité technique d'appui au REA. Les aires de santé ont été érigées en REA et le CETAR, qui est le comité d'appui technique d'appui au REA, supporte et appuie le niveau d'engagement de cette communauté. Ils sont là pour aider la communauté. Ils sont à cheval entre les autorités sanitaires du district et la communauté. Et ils sont issus de cette communauté, identifiés et élus par cette même communauté. Donc, voilà vraiment comment ça se passe. Et vraiment, ça marche jusqu'ici. Et on a imaginez, il y a un centre de santé qui a pu mobiliser 20 millions de francs CFA pour la mise en œuvre des problèmes qui ont les problèmes, c'est-à-dire qui font la barrière à l'utilisation des services des centres. Quand on était venu, par exemple, les femmes ne venaient pas dans le district sanitaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient peur. Il y a le centre de santé n'était pas clôturé et il y a une cimetière à côté. Imaginez une femme qui vient, qui aperçoit une tombe, et demain elle ne revient pas. Hein. Et les dames qui sont là, les dames ne peuvent pas faire la garde dans ce centre de santé. Donc vraiment, il y avait tous ces problèmes, mais la communauté elle-même a fait une mobilisation de ressources. Elle a clôturé le centre de santé, elle a fait une maison pour le gardien, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont mis l'électricité à leurs frais. Donc voilà, pour être succinct, c'est que je peux merci répondre. Merci beaucoup, Sani. Merci pour ces précisions de taille. Merci beaucoup pour toutes ces réponses apportées. On va passer la parole à Sylvie Valian. Sylvie, après Sylvie, c'est Mamadou Koulibaly qui va prendre la parole. Ok, merci beaucoup Ramatoulaye. Et j'ai une préoccupation qui s'adresse au premier panéliste. Dans son intervention, il a dit qu'il travaille avec les leaders religieux des différentes confessions religieuses qui arrivent à travailler ensemble sur la base des préceptes religieux. Donc, j'aimerais qu'il l'explique davantage parce que les leaders religieux, n'étant pas des mêmes bords, n'ayant pas les mêmes références religieuses, comment ils arrivent à travailler ensemble pour avoir un consensus se basant sur les préceptes religieux. Merci. Merci beaucoup, Sylvie Valian. Jean-Jacques, je pense que je vais laisser à Mamadou Koulibaly faire sa contribution, bien poser sa question avant de redonner la parole au présentateur. Mamadou Koulibaly de Grandmaster Project, bonjour. Voilà, merci beaucoup, Ramatoulaye. Merci beaucoup. Encore une fois, on vous remercie d'avoir organisé ce webinaire et remercie également les deux panélistes. Et moi, j'ai juste vraiment des questionnements parce que je sais que souvent, on a plusieurs projets que nous créons dans le contexte africain, mais souvent, je pose surtout le problème de la durabilité de nos différents projets. Parce qu'en réalité, c'est vrai que quand j'ai lu le titre du webinaire, on m'a dit les moyens culturels. Et là, je suis en train de me poser des questions. Quels sont les éléments culturels qui sont entrés en jeu? Si l'on connaît que l'Afrique, fondamentalement, est un peuple qui est structuré sur le plan culturel. Et c'est vrai, les leaders religieux ont des actions selon les contextes, selon les lieux. Je pense que la question fondamentale, c'est de se poser, et je crois que beaucoup ont posé un problème, parce que souvent, on implique les leaders religieux quand le programme existe, et après le programme, on revient à la case au départ, c'est-à-dire que la case de départ qui consiste à ne plus avoir des leaders religieux engagés. Je pense que la question fondamentale, c'est de voir dans quelle mesure, quelles sont les structures sociales sur lesquelles nos programmes doivent s'appuyer. Et c'est sur la base de ça, fondamentalement, que nous pouvons avoir des éléments durables. Ça, c'est un questionnement. Je voulais juste inviter les gens à réfléchir sur ce plan-là. Mais sinon, on va toujours revenir pour dire l'implication des leaders religieux. Et ensuite, après le programme, les gens se retrouvent dans la situation de départ qui ne nous donne pas beaucoup de changements. Et on va continuer à parler de VBG pour combien de temps? Je pense que la question fondamentale pour nous tous, en tant qu'acteurs travaillant dans le développement, c'est de réfléchir quels sont les fondements culturels sur lesquels nous devons bâtir notre programme. Et religieux, bien sûr, mais il faut bien les disséquer et sur la base de ça, nous essayons de mettre en place nos différents programmes et projets
Et évidemment, pour qu'il y ait une approche inclusive et holistique dans la mesure et systémique qui implique évidemment les différents leaders communautaires. Il y a les leaders religieux, mais il y a aussi des leaders de génération. Donc, je pense que impliquer tout le monde ne veut pas dire qu'on règle le problème, mais qui on doit impliquer, qui peuvent influencer réellement notre stratégie. Je sais que ce qui se passe au nord du Sénégal, ce qui se passe au Niger, etc., ce n'est pas la même chose, mais juste une réflexion. Je vous invite à réfléchir à ça. Et je pense que Moustapha a dit quelque part que l'Afrique est regorge et nous sommes tous dans ce pays-là, nous avons besoin, et dans ce continent-là, nous avons besoin de revoir un peu toutes ces réalités culturelles de façon en termes de valeurs, en termes de réalité, de valeurs culturelles sur lesquelles nos programmes doivent s'appuyer afin de pouvoir avoir des programmes durables et véritablement des programmes qui peuvent avoir des effets, des impacts dans les interventions. Vraiment, c'est cette réflexion-là. Encore une fois, je remercie Madame, je vous remercie pour votre modération. Merci beaucoup. Merci, M. Mamadou. Ramatoulaye, merci. Je tiens à préciser que nous sommes déjà presque à la fin, de ce webinaire, mais il y a encore quelques questions. Aussi, je tiens à rappeler que nous avons le premier présentateur, un petit souci technique. Donc, nous allons juste essayer de prendre quelques questions avant de pouvoir finir ce webinaire-là. Il y a une question qui est adressée, qui était dans le chat. Aussi, une autre question qui avait été posée, mais là, je vois que M. Robert est en train de donner plus de réponses, qui dit que lui aussi, au niveau de la Guinée, il travaille avec des leaders religieux de toutes confessions, confondues les musulmans, les chrétiens. Donc, tout à l'heure, quelqu'un avait posé cette question. Je ne sais pas si M. Robert est encore parmi nous, qu'il aimerait bien dire exactement comment est-ce qu'il arrive à travailler avec toutes ces personnes qui n'ont pas la même confession de foi pour arriver à un résultat positif dans les différentes communautés où ils sont. Donc, si M. Robert Sarah est avec nous, qui voulait intervenir. Merci. M. Robert, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il est toujours avec nous, M. Robert Sarah? Oui, je le vois, il est là. Monsieur Robert, est-ce que vous pouvez intervenir par rapport à cette question? Mais en attendant qu'il intervienne, je pense qu'on peut passer la parole à... Je vois, il y a quelqu'un qui avait levé la main depuis, il n'y a pas de nom, mais je vois un 3. C'est un chiffre qui est en train de chavicher. Maintenant, si la personne peut se présenter et poser sa question, sinon on va... Est-ce qu'on peut essayer de donner une question? Je n'ai pas bien suivi la question. Posée. Oui, M. Robert Sarah, vous êtes là? Oui, je suis là. OK. Allez-y. Je n'ai pas bien suivi votre question. Je dis, il y a quelqu'un qui avait posé la question de savoir comment vous arrivez... La question était adressée au premier présentateur. Comment il arrivait à travailler avec les religieux de différentes foi ensemble. Et vous avez mis dans le chat que vous, en Guinée, en fait, vous travaillez ensemble avec ces leaders religieux-là. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques éléments de contribution sur ce point-là. Oui, et je viens même de rentrer de la supervision. On a appuyé les religieux. Dans chaque préfecture, il y a une plateforme des religieux. Cette plateforme regroupe les musulmans, les chrétiens, toutes confessions, c'est-à-dire catholiques, protestants. Et voilà, les plateformes ont été mises en place il y a déjà 2-3 ans et on les appuie pour leur fonctionnalité. Ces plateformes ont un bureau dans chaque préfecture, un bureau régional, parce que nous avons 8 régions. Et puis, maintenant, chaque plateforme a son petit plan d'action. La première des choses, c'est la sensibilisation. Deuxième chose, c'est vraiment essayer de, comment on appelle ça, faire des sermons dans les églises, dans les mosquées. Bon, en tout cas, nous, on travaille sans problème, hein, parce que le gouvernement même est impliqué. Le Premier ministre et les ministres en charge de la protection, de la promotion féminine, la justice, la sécurité, ils ont tous signé un engagement pour mettre fin
à ces violences basées sur le genre avec un chronogramme qui ne dépasse même pas 2 ans. Donc, la loi aussi, comme j'ai dit, la loi L 2000, qui a été promulguée en 2000, elle condamne fermement les violences basées sur le genre. Il y a aussi la fatwa. Donc, les musulmans savent ce que c'est que la fatwa, c'est le recueil des textes dans le Coran qui sont vraiment en faveur de l'abandon des pratiques traditionnelles comme les NGF là. Bon, en tout cas, peut-être que prochainement, je pourrais partager un écrit sur ça. Les forats aussi, le dialogue communautaire sont des occasions pour impliquer les religieux, tous les leaders communautaires, les chefs de quartier, les maires, les chefs de village, voilà, donc c'est ça. D'accord, merci M. Robert. En temps et ajouté vous avez adressé une question que vous pouvez répondre dans le chat certainement, qui dit que vous pensez que l'excision peut être abandonnée en Guinée si les grands-mères ne sont pas impliquées et convaincues de la nécessité de l'abandon. Donc, comme je le disais, nous sommes déjà à la fin de ce webinaire. Je vous prie de laisser vos questions dans le chat que je vais adresser après aux présentateurs qui certainement vont répondre par écrit, que lorsque nous allons partager les ressources du webinaire, que vous pouvez avoir ces réponses également. Donc, pour clore, nous prenons une dernière question qui avait été adressée à Ouseni, qui était, la personne disait, j'aimerais savoir comment vous arrivez à engager les marabouts prêcheurs dans le processus. Par ailleurs, il est sûr que vous rencontrez des difficultés. Quels sont les obstacles majeurs et comment vous arrivez à surmonter, les surmonter? Donc, cette question est adressée à Ouseni. J'espère que Ouseni est encore là. Il peut nous donner quelques éléments de réponse. Ouseni, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois bien. Il semble que j'ai déjà répondu à cette question, mais si je peux revenir. J'ai dit que nous avons une force, c'est-à-dire que nous travaillons avec un comité qu'on appelle le CETAR, Comité technique d'appui au REA, donc qui est mis en place par un projet frère qui s'appelle Amplify. Amplify a les mêmes objectifs que nous, et a les mêmes interventions que nous et aussi le même terrain d'intervention que nous, seulement Amplify s'occupe de l'offre pendant que nous nous occupons de la mobilisation. Alors, donc, ce comité-là appuie la communauté au moment des visites guidées, et c'est au cours des visites guidées que nous faisons une priorisation des problèmes. Donc, d'abord, la communauté identifie elle-même les problèmes. Nous n'apportons pas des problèmes prêts à porter. Non, c'est à elle d'identifier ces problèmes et d'identifier ces solutions. Nous priorisons ces problèmes-là. Une fois ces problèmes priorisés, alors nous élaborons avec la communauté au devant, on fait une sorte de plan d'action, de résolution des problèmes. Donc, c'est là où va intervenir toutes les couches sociales. Si par exemple, on identifie des problèmes liés aux activités des grands-mères, liés au marabout, alors c'est à ce niveau-là, les gens vont proposer des solutions. Comment est-ce qu'on va s'y prendre face à ces difficultés-là? Et alors, voilà comment... Oui. D'accord, Ouseni, je comprends bien, mais est-ce que vous pouvez être un peu... Juste un petit exemple, la personne dit que c'est vrai qu'il y a des problèmes. Est-ce que, par exemple, lorsque vous partez voir un marabout, pour lui parler, pour qu'il puisse s'intéresser à la SCPF, est-ce qu'il vous poursuit, est-ce qu'il vous chasse? Et ces obstacles que ces gens, est-ce que vous rencontrez, je vais dire quelques ces obstacles, et comment, par exemple, vous avez fait pour surmonter à ces obstacles-là? En fait, nous ne portons pas vers un marabout. Comme j'ai dit, ce comité qui est là, c'est un comité qui est issu de la communauté, élu par la communauté, qui est là entre les autorités sanitaires, nous et la communauté. Donc, s'il y a une mobilisation, c'est à ce comité-là de faire cette mobilisation en collaboration avec peut-être les autorités ou bien, je dirais, les chefs des services de l'aire de santé qu'on appelle communément appelé le RIA. Ils font
ensemble la mobilisation. Donc, nous, on vient juste pour appuyer, encadrer l'événement. Voilà comment ça se passe. Donc, comme ils sont issus de cette même communauté, c'est eux-mêmes qui mobilisent leur communauté, ils savent. Et ce qu'il faut faire pour faire réagir qui et qui, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire réagir qui et qui, c'est eux qui le savent. Donc, je vous dis, on n'a jamais eu de problème à ce niveau. C'est pourquoi vous avez vu même dans les images, il y a tellement de photos des leaders religieux parmi nous. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci. Oui, voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions de taille. Nous allons passer la parole maintenant à Imourou Hassan Aoudou. Imourou, vous avez la parole. Merci Ramatoulaye, merci à Jean-Jacques, au présentateur. Donc moi, c'est Imourou Hassan Aoudou du Bénin. Je travaille à l'ABMS réseau PSI. Ce n'est pas une question, mais c'est une contribution aux questions surtout de Boubacar sur comment impliquer les leaders religieux aussi, comment travailler avec des leaders religieux de confessions différentes. Et comme dans tous les pays qui viennent d'être cités, il y a l'expérience des plateformes au Bénin également, où nous avons eu à mettre en place la plateforme. Donc, pour être court, comme Jean-Jacques le disait, le temps va. Pour travailler, il y a deux approches. Il y a les approches directes. Donc, avant de commencer, il y a eu un travail en fonction de la thématique. On en a fait dans le domaine du VIH, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, y compris la PF et les violences basées sur le genre. Donc, il y a eu des discussions communautaires avec les leaders religieux de chaque confession, chrétiens, toutes tendances confondues, musulmans, toutes tendances confondues, et la spécificité du Bénin également, où il y a les vaudous. Pour voir, lorsque nous prenons la Bible, le Coran, il y a des versets qui soutiennent ou qui vont contre la santé, la promotion de la PF, la promotion de la santé sexuelle, ou bien qui soutiennent les violences basées sur le genre. Donc, il faut sortir ces versets-là. Donc, pour être court, tout ce travail est fait où nous avons eu à identifier à travers les différentes religions les versets pour et les versets contre et quel argumentaire aussi on peut développer. Les versets qu'on pense être contre. Et donc, dans l'approche de travail, chaque leader religieux travaille avec ses fidèles de façon directe à travers les différentes occasions de rencontres religieuses. Mais en synergie d'action également, sur la base des documents, il y a souvent des forums, des discussions intergénérationnelles, des discussions communautaires où, dans une grande salle, sous l'Abba Palab, ils regroupent les différents fidèles, toutes tendances confondues, mais il y a la représentation de chaque confession où ils vont débattre, par exemple, sur ce que c'est que les violences basées sur le genre. Mais à partir des réponses, il y a les intervenants religieux qui sont purement religieux, interviennent pour que chacun dise non, en tenant compte de la Bible, voilà ce qu'il faut faire pour aller contre. La Bible ne soutient pas, le musulman aussi vient. Donc, il y a ce travail en synergie, non pas en conflit. Donc, voilà par exemple une approche où, en plus de travailler directement avec les fidèles, ils travaillent également ensemble pour adresser les mêmes questions par rapport à cette intervention. Donc, de façon ramassée, voilà la synergie. Mais concernant la durabilité dont parlait M. Faye, et je pense que c'est la meilleure des choses que toute intervention cherche. Et déjà, en intégrant les grandes mères avec l'expérience du Sénégal, même les leaders religieux qui sont des leaders atemporels, qui sont là juste à leur vie. Donc, c'est déjà une manière d'impliquer et d'assurer la durabilité. Mais l'autre élément aussi, contrairement au contexte, il y a souvent, quelle que soit l'interprétation, les versets que les gens tirent, il y a la perception individuelle de chaque leader religieux aussi qui influence son attitude. Et souvent, il y a des occasions de clarification de valeurs avec un milieu communautaire pour pouvoir aborder ces éléments-là. Donc, merci, monsieur Rassé. Merci pour cette intervention. Merci. D'accord, merci. Vous pouvez poster dans le chat aussi ou bien dans la plateforme si vous avez d'autres interventions. Là, on a deux questions peut-être qu'on va prendre de Jean-Jacques avant de clôturer. Je vois il y a Adama Denis Diaby qui avait levé la main depuis. Adama, vous avez la parole. Est-ce que Adama est avec nous? Sinon, Ahmed Dambaba. Ahmed, est-ce que Ahmed Dambaba? Oui, Ahmed, allez-y. Oui, je suis allé. Merci Ramatoulaye. Merci aussi aux deux panélistes. Donc, depuis longtemps, j'avais la main levée. C'est pour apporter donc aussi ma contribution. Donc, je continue sur la même lancée que Imourou, donc du Bénin. Ok, après, Ahmed.
pour dire que pour que les leaders religieux donc soient donc favorables à ce que on fait en matière donc de la SRPF et surtout les VBG, donc chaque confession, chaque religion a ses pratiquants. Donc on invite les marabouts pour la communauté musulmane et les prêtres, les pasteurs pour la communauté chrétienne. Donc chacun en ce qui concerne sa religion va donner donc des preuves, donc avec des écrits à l'appui qui sont en faveur donc de la SRPF et contre les VBG. Donc ici au Niger, on a eu à organiser donc des rencontres. Lors de ces rencontres, on a eu à élaborer donc des messages communs que toutes les confréries, donc ils vont se mettre d'accord et on traduit aussi ces messages en langue pour que ces messages puissent être bien entendus par la communauté qui est en majorité donc analphabète et qui n'est pas lettrée. Donc on traduit ces messages-là en langue nationale. Donc les chrétiens d'un côté et les musulmans qui sont la majorité d'un autre côté. Donc en toute chose, il faut connaître ses alliés et ceux qui ne sont pas ses alliés. Donc, il faut d'abord identifier ses alliés et il faut être sûr que son allié, il est bien posé sur le plan religieux. Il maîtrise les textes, le Coran, les hadiths, etc., etc. Parce que dans la communauté, il y a toujours des récalcitrants, ceux qui n'ont pas bien compris donc, les livres saints, donc, et qui essaient donc de mettre la population contre. Donc, il faut toujours avoir un allié qui maîtrise très bien donc les deux livres, que ce soit le Coran ou bien la Bible et les hadiths. Donc, merci beaucoup. Merci Ahmed Dambaba pour votre intervention. On va passer au dernier intervenant avant de clôturer. Il y a Adama Denise Djabi qui a levé la main aussi. Adama, vous avez la parole. Merci Ramatoulaye. Bonjour à tout le monde. En fait, c'est mon collègue qui souhaiterait partager l'expérience de l'année, mais pour des questions techniques, il va falloir utiliser mon ordinateur. C'est le Dr Malak Diallo. Bonjour tout le monde. Bonjour, oui, allez-y, nous vous entendons. Bon, je voulais juste dire que moi, je suis Dr Malak Diallo, je suis conseiller technique pour la formation de base auprès de Jibaïgo Guinée. Et nous travaillons sur les violences basées sur le genre en République de Guinée à la demande du ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine depuis 2016 dans le projet ASST, Haute qualité de services de santé pour le développement. Et nous avons mis en place 3 volets essentiels. Le premier volet, c'est un volet communautaire qui rejoint à peu près les 2 présentations de nos amis là. Volet communautaire, merci à eux pour les brillantes présentations et qui vraiment se résume à un aspect de sensibilisation, d'information et de sensibilisation au niveau communautaire avec des éducateurs communautaires au niveau des quartiers et des secteurs qui sont parrainés et supervisés par un comité communal au niveau de chaque commune. Et le deuxième volet dans lequel nous travaillons, c'est le volet sanitaire pour la prise en charge médicale des cas et la prise en charge psychosociale. Et il y a des structures que nous avons repérées, identifiées plutôt, et des structures dans lesquelles nous avons renforcé les prestataires pour la prise en charge des cas de violence basée sur le genre. Et le troisième volet, c'est le volet juridique et judiciaire. Vous savez bien que les gens, quand ils ont besoin de faire recours à une structure juridique, il faut qu'il y ait un appui. Donc, nous avons mis en place un appui pour les services juridiques et judiciaires. Et ça, c'est depuis 2016 jusqu'à maintenant. Et voilà, sommairement, et actuellement, nous sommes en train de travailler sur la synergie d'action. Pour une synergie d'action entre les différents partenaires, et ça aussi, c'est encore à la demande de l'État, donc à travers le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Voilà sommairement les dispositifs qui ont été mis en place. Parce qu'ici, au lieu de strictement aller dans le MGF et excision, nous sommes au-delà. Nous prenons en charge l'ensemble des violences basées sur le genre. Donc, voilà un peu le dispositif, et nous pourrons éventuellement le partager avec vous dans la prochaine session de webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, Adama Denis. Jean-Jacques, je pense que maintenant nous sommes au terme de ce webinaire
qui a été très riche en enseignement, en partage d'expérience, puisque nous avons enregistré plus d'une soixantaine de participants qui sont venus en tout cas de différents pays d'Afrique. Donc, bravo, merci à tous les participants, félicitations aux présentateurs et merci beaucoup. Je pense que Jean-Jacques, je vais vous passer la parole, si peut-être les présentateurs, si on peut leur donner la parole pour 1 minute chacun. Si toujours Iwezo Lele est là, on va lui passer la parole d'abord et après Ousseynou Sané et après Jean-Jacques, vous faites la clôture. Merci beaucoup. Merci, je pense qu'on va aller avec Ousseyni. Ousseyni, votre mot de fin. Ok, merci beaucoup Jean. Vraiment, je suis très ravi d'avoir été invité sur cette plateforme. Merci beaucoup à tous les participants. Et je remercie beaucoup leur collaboration, leur contribution, vraiment leur temps et leur attention. Et j'en ai fini, merci. Merci. Merci à tous pour votre participation. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci pour le temps que vous avez accordé à participer à ce webinaire de partage de connaissances et vos différentes contributions. Nous avons énormément appris aujourd'hui et nous avons compris qu'en fait, les moyens culturels peuvent être assimilés aux différents leviers pratiques existants au sein des communautés, pouvant être utilisés pour véhiculer des messages, pour susciter un changement social de comportement. Donc, nous avons plusieurs moyens dans nos différentes communautés, par exemple les Greens, les contes autour du feu, Abba Parleur, les marabouts prêcheurs, les prêches, les leaders communautaires, les guides religieux, les assises communautaires, etc. Aussi, nous avons compris qu'en fait, les VBG sont des faits qui existent dans le monde entier et c'est précisément pendant les moments de conflit que ces faits sont plus accrus. Et donc, 3 thèmes majeurs regroupent les VBG qui sont le genre, le sexe, la violence. Et nous avons pu apprendre que le genre, en fait, c'est toutes les chances, les opportunités qu'on accorde à une personne, homme ou femme, au sein d'une société. Le sexe, dans les différentes présentations, nous avons pu apprendre que c'est la différence biologique innée entre un homme et une femme qui a un caractère universel et irréversible. Par contre, la violence, c'est tout acte perpétré sur une personne contre son gré et susceptible de lui causer un dommage économique, émotionnel et physique. Nous vous remercions les présentateurs encore une fois de plus pour leurs différentes présentations. Et je tiens à rappeler que si vous êtes intéressé à être notre prochain présentateur pour un autre webinaire, n'hésitez pas à m'écrire. Je laisse mon adresse mail dans le chat. Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour le prochain webinaire aussi. Je vous invite à vous inscrire sur Springboard si vous n'êtes pas encore membre de Springboard afin de vous connecter aux autres professionnels du changement social de comportement. Donc, sous vos permissions, si vous pouvez ouvrir maintenant vos différentes caméras, nous allons prendre ensemble juste une photo d'écran. Je vais faire capture d'écran pour que nous puissions garder cela en souvenir d'aujourd'hui. Merci à tout un chacun de pouvoir ouvrir sa caméra. Voilà, chacun peut faire la capture d'écran à son niveau. Donc, ah oui. Il faut nous envoyer la photo, Jacques, aussi. Nous, on en a besoin ici au Canada. Merci. D'accord, c'est compris. Moustapha, oui, Ramatoulaye, il pourrait partager les adresses là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.